RCJ Midi, Rudy Saada. Vous écoutez RCJ, il est 12h35 et Joël Mergui, le président du Consistoire de Paris, nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu et Laurence Goldman, il est donc à votre micro. Bonjour Joël Mergui pour votre interview mensuelle, exceptionnellement un vendredi pour cause de fête de Kippour mercredi prochain. On va commencer tout de suite par les fêtes de Tishri qui ont débuté cette semaine avec Rosh Hashanah. Comment se sont déroulés les premiers offices dans les synagogues dont vous avez la charge à Paris et en Île-de-France? Est-ce que vous avez retrouvé l'affluence d'avant l'épidémie de Covid? Ça va dépendre un petit peu des synagogues, mais globalement oui. Oui, il y a du monde, les gens sont en train de revenir, on les encourage à revenir, on les encourage à être prudents aussi, je voudrais le redire ici, à chaque fois qu'on est avec des petits ennuis de santé, ou notamment on arrive à Kippour, c'est mieux de mettre un masque, surtout quand il y a dans les moments de grande affluence, mais je vois la communauté revenir. Pas simplement à Rosh Hashanah, mais de façon générale, la communauté est en train de revenir. Oui, il y a encore des séquelles du Covid. Je ne parle pas des séquelles physiques, je parle de personnes qui ne sont pas encore complètement revenues, qui sont revenues moins, mais je pense que tout est en train de se rétablir et je l'espère avec beaucoup de force. Après, il y a les années de Covid, mais en même temps, ces dernières années, il y a eu des déplacements de la population juive, de la communauté juive, et donc il y a des synagogues qui ont fait plus leur plein, notamment dans l'ouest parisien, dans les endroits où la communauté s'est déplacée, et malheureusement des synagogues où c'est plus dur, notamment dans ce qu'on appelle communément les territoires perdus de la République, et dont nous avons la charge également, et qu'on va maintenir en activité, même dans des communautés où c'est plus compliqué. Vous nous dites que ces migrations de population juive à l'intérieur de l'Île-de-France continuent de l'Est vers l'Ouest, de Seine-Saint-Denis vers... Elles vont continuer, même s'il y a... Vous voyez, en Seine-Saint-Denis, au Raincy, par exemple, il y a une grosse communauté, mais vous allez avoir d'autres communautés qui se dépeuplent. Mais notre responsabilité, c'est qu'à chaque fois... Il y a des synagogues qui ferment ou qui vont fermer des centres communautaires, par exemple. Pour l'instant, la seule qui a fermé récemment ces dernières années, c'est celle de Saint-Denis. Donc oui, il risque d'y en avoir qui vont fermer dans les années qui viennent. On maintient aussi longtemps qu'il y a un minyan, qu'il y a des offices à Rosh Hashanah qui pourraient dans les fêtes. Et c'est notre responsabilité de le faire avec l'aide aussi des communautés qui sont dans des quartiers en développement. Alors juste un dernier point rapide sur le Covid. Je note que vous recommandez le port du masque le jour de Kippour, qui est vraiment la journée la plus importante en termes d'affluence, mais vous ne l'imposez pas à l'intérieur des synagogues. Non, on ne peut pas l'imposer, de toute façon on ne serait pas suivi. Mais ce n'est pas obligatoire au niveau... Même au moment où il était imposé, il y avait des récalcitrants, mais je recommande quand même le port du masque. D'abord pour les personnes qui sont fatiguées, qui sont malades, et puis pour préserver aussi celles qui sont fatiguées et malades et qui viennent à Kippour, qui sentent une ambiance qui fait attention, quoi. Plus largement, au-delà de ces questions d'épidémie, est-ce que vous notez une baisse de fréquentation des synagogues consistoriales au profit d'autres lieux de culte? Je pense aux synagogues Chabad, des Loubavitch qui se multiplient, mais aussi des lieux de culte libéraux qui attirent un public de plus en plus nombreux, semble-t-il. Alors, non, je n'ai pas noté, c'est difficile de... Est-ce que vous avez des remontées de terrain? Ce que je dis, il y a quelques années, je ne sais pas si vous en souvenez, au moment où il y a eu la vague de Aliyah, j'ai dit il faut qu'on travaille sur la Aliyah interne. Et c'est-à-dire de se dire, il y a tant de milliers de juifs qui ne vont nulle part, qui ne vont pas à la synagogue, qui ne sont pas encore concernés par l'avenir juif de leurs enfants. Et je crois que malgré le nombre très important de départs en Israël, qui se compte en plusieurs dizaines de milliers de juifs, dans la majorité de nos synagogues, on continuait à avoir une même fréquentation. Les écoles juives, les restaurants, la vie juive continue à se développer. Ça veut dire qu'il y a des juifs qui étaient plus éloignés du judaïsme, c'est l'occasion de le dire au moment de Rosh Hashanah et de Kippour, qui s'en sont rapprochés. Je n'ai pas, au contraire, j'ai pu voir notamment, j'étais pendant ces fêtes à Neuilly, dans le 16e, dans le 17e, notamment 2 nouvelles communautés, qui sont celles du 16e et du 17e, avec des milliers de personnes qui sont venues en fréquentation dans des communautés consistoriales. Ça n'exclut pas qu'il y a des fréquentations d'autres synagogues. Je crois que l'essentiel, c'est que les juifs aillent à la synagogue. Ma responsabilité, effectivement, juridiquement,
d'être responsable des synagogues consistoriales, puisque c'est le président du consistoire de Paris qui est juridiquement responsable de la centaine de synagogues qui nous appartiennent, dont les murs nous appartiennent, mais ma responsabilité est également de promouvoir la vie juive, où qu'elle soit. Et donc, si à Rosh Hashanah Kippour, les Juifs sont dans des synagogues, quelles qu'elles soient, c'est déjà un pas exceptionnel et important. Est-ce qu'en tant que président du consistoire de Paris et donc d'Île-de-France, vous entretenez des relations avec les autres formes de culte à l'intérieur du judaïsme? Je parlais des Loubavitch, mais également des libéraux. Hein. Il y a des liens, On a beaucoup d'occasions de nous rencontrer, et c'est important qu'on maintienne des liens. Alors après, les emplois du temps des uns et des autres sont ce qu'ils sont, mais on a des liens, et avec le mouvement Loubavitch, avec les mouvements libéraux, on se retrouve pour certaines cérémonies, notamment de la Shoah, on se retrouve pour des cérémonies concernant Israël. Pour les questions de sécurité, il n'y a pas de différence entre les différents cultes. Je crois qu'on peut avoir des différences d'approche concernant la halakha, mais on a tous la responsabilité d'une communauté juive qui doit rester la plus unie possible. Quelle est votre définition, Joël Mergui, de l'identité juive, vous qui êtes à la tête d'institutions communautaires depuis de nombreuses années? Qu'est-ce que vous dites On a combien de temps pour répondre à la question? Ça, c'est une question sur laquelle on pourrait faire des conférences. Non, je crois que l'identité juive, et c'est le propre de l'institution consistoriale, c'est de s'adresser à l'identité juive plurielle. On avait fait plusieurs colloques, c'est pour ça que je parlais une journée sur l'identité juive. Vous avez les Israéliens, ils parlent d'identité nationale israélienne. Il y a l'identité juive qui a une référence au judaïsme. Mais dans l'identité juive, vous avez des personnes qui ne vont pas du tout à la synagogue, mais qui reconnaissent leur identité parce qu'ils ont une attache avec la Shoah, parce qu'ils ont un père ou un grand-père qui a vécu une histoire de la Shoah. Il y en a d'autres qui, parce qu'ils parlent l'hébreu, retrouvent leur identité juive. Il y en a d'autres qui vont en Israël en vacances, mais qui font rien d'autre, mais dont c'est la part de leur identité juive. Je crois que l'identité juive, elle a plusieurs facettes, il faut en exclure aucune, mais il ne faut pas oublier. J'étais au congrès sioniste à Bâle il y a quelques semaines, où c'était le 125e congrès à la suite du premier congrès fait par Theodor Herzl, où on a parlé d'identité juive. Et j'ai dit dans une conférence que j'ai faite, j'ai dit le judaïsme a protégé pendant 2000 ans la notion de sionisme. Pendant 2000 ans d'exil, il n'y avait pas... La terre d'Israël n'appartenait pas aux Juifs, mais on a prié vers Jérusalem, on a parlé de Jérusalem, on a parlé d'Israël. Et donc, dans le judaïsme, il y avait le sionisme. Et j'ai dit, maintenant, on est dans une époque où il faut que le sionisme préserve également le judaïsme. Alors, j'ai un peu résumé, parce que dans l'identité juive, il y a le sionisme, il y a Israël, il y a le judaïsme, et bien les deux doivent se rejoindre pour continuer à nous donner des facettes complètes. Et après, il y a les identités plurielles que nous pouvons porter, avec l'identité tunisienne, ashkénaze, marocaine. Et nos enfants, ils sont un mélange extraordinaire de toutes ces identités. Un petit mot très rapide sur la sécurité, toujours à l'occasion de ces fêtes de Tishri, qui est toujours au cœur des préoccupations. Est-ce que des mesures supplémentaires ont été mises en place cette année, ou est-ce que le dispositif habituel est suffisant ? Vous qui êtes en relation constante avec les préfets. On est en relation, j'avais dit la dernière fois qu'on était en relation avec les préfets, on est en relation avec le ministre de l'Intérieur, les présidents de communautés sont en relation chacun avec le commissariat de leur secteur. Il y a des mesures de sécurité qui ont été prises, qui sont renouvelées. Je ne sais pas si elles sont plus importantes ou moins importantes. Avec l'aide du SPCJ, on essaie de les adapter en fonction des circonstances. Et c'est certain que le président de consistoire que je suis demande toujours plus de sécurité. Alors parlons à présent du guet, le divorce religieux, un sujet très sensible qui n'est pas résolu pour des femmes qui dépendent encore du bon vouloir de leur mari. Certaines situations semblent avoir été résolues ces dernières semaines, on l'a lu notamment sur les réseaux sociaux. Combien de divorces religieux sont empêchés aujourd'hui à cause de l'attitude des hommes, des maris récalcitrants ? Alors, d'abord, c'est bien de redire que des situations ont été résolues. On a eu un mois d'août un peu agité sur les réseaux sociaux. Je voudrais simplement redire en 2 mots que personne n'a le monopole de la compassion et qu'au consistoire de Paris, les personnes qui travaillent sur le guet, que ce soit le Grand Bain de Paris, que ce soit le chef du service des divorces, sont en permanence, tous les jours, confrontés à des questions de divorce. Il y a eu, dans cette dernière année, 347 guettes qui ont été prononcées. C'est énorme, parce que ça veut dire que notre communauté se porte mal au niveau des couples. Nous avons mis en place une médiation familiale qui permet de résoudre quelques familles, de réconcilier, ou en tout cas de faciliter. Donc, c'est tous les jours
qu'il y a des situations de guette qui se passent soit bien, soit qui se passent difficilement mais qui sont résolues, et il reste quelques cas qui sont des cas dramatiques, qui sont des cas difficiles, pour lesquels nous nous battons au quotidien pour contraindre, selon les règles de la halakha, les maris à donner le guet. Donc il y a des situations où le guet se donne facilement, des situations où c'est compliqué, où nous intervenons quotidiennement pour obtenir le guet, et des situations qui sont... alors, dès que je vais dire pas très nombreuses, on va me dire mais c'est dramatique. Chaque cas, et le médecin que je suis, c'est qu'un cas qui n'est pas résolu, que ce soit de guette ou que ce soit en médecine ou que ce soit dans n'importe quel... C'est une douleur, c'est une difficulté, mais il y a un combat permanent qui est fait par tous nos services pour aboutir à résoudre ce problème. Et j'engage aussi la communauté, j'engage les personnes qui m'entendent, quand ils savent que dans leur entourage, il y a un mari qui ne veut pas donner le guet, de lui mettre aussi la pression amicale, la pression familiale, la pression morale d'un entourage. Pas qu'une personne qui n'a pas donné le guet continue à vivre des conditions sociales normales. Ça serait inadmissible. Donc si tout le monde s'y met, les quelques cas qui ne sont pas résolus seront résolus. Mais ils sont heureusement peu nombreux, mais malheureusement ils existent encore. Est-ce que vous encouragez les rabbins, par exemple, à fermer la porte des synagogues pendant les offices à ces maris, justement? Oui, je crois qu'il faut utiliser tous les moyens que la halakha permet et que la loi permet également. Et est-ce que dans les cas où la situation est complètement bloquée, vous encouragez les femmes à se tourner vers les juridictions civiles, comme ça c'est déjà produit? Oui, bien entendu. Ça fait, alors, je ne savais pas de quel temps on disposait, parce que là aussi, ça fait partie des solutions que vous pouvez aider à mettre en place. C'est des solutions qui ont été mises en place par le Consistoire de Paris depuis de très nombreuses années. Elles ne sont pas nouvelles. Les dommages et intérêts, quand un mari refuse de se présenter 3 fois, je crois que c'est 3 fois, pour donner le guet, la femme peut l'attaquer en juridiction, et maintenant il y a une jurisprudence qui fait que le mari est condamné. Il est condamné à des dommages et intérêts. Donc voilà, alors il y en a qui malheureusement bravent aussi cela, mais bien sûr ça existe, c'est une avancée qui est là depuis plusieurs années et qui est utilisée très souvent. Ainsi que l'avancée nouvelle qui est celle de saisir les tribunaux israéliens quand le mari... alors on en a tellement parlé que je ne sais pas s'il y a encore des maris qui vont aller en Israël quand ils n'ont pas donné le guet. Je pense qu'on a trop médiatisé cette possibilité. Je le dis vraiment parce que c'était quelque chose qui n'était pas très connu. Mais aujourd'hui c'est tellement connu que je ne sais pas si un mari se retrouvera en Israël alors qu'il refuse de donner le guet. Mais dans ces cas-là, on peut saisir le tribunal israélien pour qu'il empêche le mari de sortir d'Israël tant qu'il n'a pas donné le guet. Dernière question, Joël Mergui, toujours sur cette question du guet. Est-ce que vous considérez que ce comportement des maris qui refusent de donner le guet à leur épouse s'apparente à des violences conjugales, de type psychologique et moral? Il faut le dire, c'est important de le dire. Bien entendu, c'est ce que je disais. Et donc ils peuvent être condamnés à ce titre? Ils doivent être condamnés, ils doivent donner le guet. Et donc, ils doivent être, leur famille, leurs frères, leurs sœurs, leur entourage... Se rendre coupables de complicité. Doivent tous contribuer à ce qu'on solutionne les quelques cas qui restent à solutionner. On a beaucoup avancé grâce aux juridictions, grâce à la médiation familiale, grâce à la patience des services. Je parle du Beit Din de Paris parce que c'est celui qui a la responsabilité du maximum de guet en France, mais c'est vrai pour tous les Beit Din en France. On a beaucoup avancé, c'est quelque chose qui n'est plus comme dans le même état qu'il y a une vingtaine d'années, mais on va continuer à avancer pour essayer de mettre en place, dans le cadre de la halakha et de la loi, la possibilité de solutionner tous les quelques guets qui restent à solutionner. On entend votre appel aux familles des maris qui refuseraient donc de donner le guet à leurs épouses et donc les privent de liberté selon la halakha, tout simplement. Merci beaucoup, Joël Mergui, président du Consistoire de Paris, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Joël Mergui, et merci à vous, Laurence Goldman. Vous écoutez RCJ, les 12h49. Dans un instant, les Femmelettes, la chronique donc féministe de Maya Termination et le dessin de Grimbe.